Merci d'être venu. Peut-être on fait un petit mot d'introduction chacun et puis après on répond à vos questions éventuelles. On est très content d'être aujourd'hui ici à Montluçon. Cette réunion publique de ce soir s'inscrit dans le cadre de la campagne pour les élections européennes. Et dans ce cadre-là, la France Insoumise s'est fait fort d'organiser des réunions publiques partout dans le pays, avec à cette heure plus de 300 réunions publiques qui ont été organisées. C'est à ma connaissance la première initiative de réunion publique dans le département, même si bien sûr la campagne a eu lieu avec des campagnes thématiques qui ont été organisées par les militantes et les militants de la France Insoumise ici. Ce soir, le thème de la réunion, c'est les services publics, mais on va élargir aussi avec, comme on est maintenant à 17 jours des élections européennes, donner des éléments concrets, des arguments, des raisons pour lutter contre l'abstention, parce que cette élection, on le sait, est une élection qui est généralement marquée par un taux d'abstention qui est important. Et donc notre objectif dans cette élection, c'est de convaincre les citoyennes et les citoyens de l'importance de se mobiliser le 26 mai prochain. Et il y a un certain nombre de raisons qui font que cette échéance va être une échéance décisive et importante. La première, c'est que cette élection s'inscrit dans un contexte national, qui est celui notamment de la mobilisation des Gilets jaunes. Et face à cette mobilisation historique, on a un pouvoir qui a finalement cherché toutes les manœuvres pour ne pas répondre aux revendications justes et légitimes qui s'exprimaient dans la population. Et je crois que les élections européennes sont une opportunité aussi de dire notre mot, de dire notre avis sur la politique qui a été mise en place par le président de la République depuis son arrivée au pouvoir. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si en raison de l'abstention, la liste de la République En Marche sort en tête de l'élection, c'est lui offrir l'opportunité de continuer sa politique. Donc, je crois que la première raison pour laquelle c'est important de se mobiliser, c'est ça, c'est la nécessité d'infliger au président de la République et à la République En Marche une sévère défaite électorale qui sera un message qu'il ne pourra pas ignorer si nous y parvenons. La deuxième raison, c'est que ces élections européennes, elles sont au cœur de nos vies quotidiennes. Finalement, quand on se lève le matin, ce qu'on mange au petit déjeuner est impacté par des décisions de l'Union européenne. Si vous prenez du lait, peut-être que demain ce lait viendra de Nouvelle-Zélande parce qu'on est en train de réfléchir à signer un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Si vous allez au travail et que vous avez des conditions de travail qui sont attaquées, c'est peut-être parce qu'on a introduit en Europe le statut du travailleur détaché qui fait qu'il y a un dumping social en Europe qui est extrêmement fort. Bon, donc il y a beaucoup de raisons, je ne vais pas toutes les détailler là, mais pour lesquelles c'est important de se mobiliser parce que l'Union européenne impacte nos vies au quotidien. La troisième raison, c'est qu'il y a une urgence, et cette semaine elle est particulièrement d'actualité puisque lundi a été publié le premier rapport d'ampleur sur la question de la biodiversité qui démontre au rythme actuel auquel fonctionnent nos sociétés qu'un huitième des espèces sont menacées et que l'urgence écologique est un sujet sur lequel maintenant on doit agir et qu'on ne peut plus mettre au second plan, reléguer au second plan comme ça a été trop longtemps fait. Et donc on pense que dans cette élection européenne, c'est l'opportunité de rappeler et de poser l'urgence de décisions fortes pour répondre à l'urgence écologique et climatique. Enfin, la dernière raison, moi je m'arrêterai là pour ma part, c'est que ces élections, elles permettent d'élire des parlementaires européens et à la France Insoumise, on propose aux citoyennes et aux citoyens d'envoyer des parlementaires de combat, des gens qui ne se laisseront pas faire. On sait que les lobbies ont une place extrêmement importante au Parlement européen. Bruxelles est la deuxième place forte des lobbyistes dans le monde après Washington. Il y a entre 20 000 et 30 000 lobbyistes au Parlement européen, 1,5 milliard d'euros de budget chaque année pour les lobbies au Parlement européen. Et on a intérêt d'envoyer des têtes dures, des gens qui ne se laissent pas faire. Or, sur la liste de la France Insoumise, vous avez des candidats qui ont fait la démonstration dans leur parcours de vie que c'était des gens qui ne se laisseraient pas intimider. Parce que quand vous avez Manon Aubry qui conduit notre liste, c'est quelqu'un qui se bat depuis 5 ans à la tête d'une ONG dans le monde associatif contre la fraude et l'évasion fiscale. Et les gens savent que s'ils l'envoient au Parlement européen, c'est quelqu'un qui continuera ce travail demain. Quand vous avez Anne-Sophie Pelletier qui a fait une grève de 117 jours dans un EHPAD parce qu'elle n'était pas d'accord avec la manière avec laquelle on traitait les personnes âgées, c'est quelqu'un dont on sait que si elle va au Parlement européen, elle ne se laissera pas faire par les lobbies et les puissances de l'argent. Bref, je pourrais lister d'autres noms de candidates, de candidats, mais on essaye de convaincre qu'avec cette liste, on peut envoyer des gens qui ne changeront pas tout, parce que le Parlement européen a des pouvoirs qui sont malheureusement trop limités,
mais par contre qui respecteront leurs engagements et qui ne se laisseront pas dicter leur politique par les lobbies et par les autres, et qui feront entendre la voix du peuple au Parlement européen. Voilà quelques arguments qu'on va rappeler et détailler ce soir aussi, pour essayer de convaincre les citoyennes et les citoyens de se déplacer le 26 mai prochain. Moi, je voudrais juste compléter, puisque j'étais sur la liste du rôle du parlementaire insoumis, c'est qu'il jouera le rôle de lanceur d'alerte. Parce qu'aujourd'hui, le Parlement européen ne décide pas de grand chose, comme vous le savez. C'est la Commission qui décide. C'est une aberration dans l'organisation des institutions européennes. Quand on élit un parlementaire, il porte la voix du peuple. Aujourd'hui, ce n'est pas cette voix qui est portée, ce n'est pas cette voix qui est audible. Ce sont les intérêts financiers. Un élu est censé servir l'intérêt général. Et je crois qu'avec la voix des insoumis, c'est la voix des peuples, je dis des peuples parce qu'on n'est pas qu'en France, c'est la voix des peuples qui sera audible au niveau européen. Et plus nombreux on sera, et mieux notre action portera, et mieux notre voix sera entendue, et plus la souveraineté des peuples sera exprimée, parce qu'aujourd'hui, l'organisation de ces institutions a confisqué la souveraineté des peuples. Et c'est pas pour rien qu'il y a un taux d'abstention très très fort, et c'est pas pour rien que les personnes, c'est pas un manque de conscience citoyenne, mais c'est aussi cette colère, mais aussi ce désenchantement de cette Europe qu'on a voulu construire, mais dont le fonctionnement et dont l'issue est complètement décevante, l'abstention est une conséquence justement de toute cette organisation. Je voudrais revenir juste à un dernier point, parce que Emmanuel a dit beaucoup de choses. On va vous rendre la parole. C'est qu'à la France Insoumise, contrairement à toutes les autres formations politiques, nous avons commencé notre campagne électorale depuis le mois de novembre. Voilà. Et nous pouvons nous targuer et être fiers, c'est qu'aujourd'hui nous avons couvert tous les départements, y compris les départements d'outre-mer. Voilà, donc une mobilisation à la fois évidemment de la liste, de notre liste qui a été constituée dès la convention, validée dès la convention du 25-26 novembre 2018, mais aussi grâce à nos groupes d'appui locaux qui sont mobilisés dans le moindre coin de la France, que ce soit ici en métropole ou alors en outre-mer. Maintenant, si vous avez des questions. Sur la liste de la France des insoumises européennes, vous dites que le premier enjeu, c'est un référendum anti-gouvernement. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie qui peut payer? Je pense que... C'est une élection européenne. Bien sûr, mais bon, il y a plusieurs raisons d'aller voter. Mais oui, je pense et on considère que l'enjeu et le contexte national est une raison particulièrement pertinente d'aller voter. Alors j'entends celles et ceux qui disent que c'est une élection européenne et elle ne devrait pas permettre de se positionner sur des enjeux nationaux, mais quelle autre solution ont les citoyennes et les citoyens de pouvoir dire leurs mots sur la politique qui est mise en place aujourd'hui en leur nom? Si le président de la République avait voulu préserver les élections européennes de l'enjeu national, il avait qu'à organiser un référendum sur ses annonces et sur ses mesures. À partir du moment où il ne l'a pas fait, il ne faut pas s'étonner que les citoyennes et les citoyens décident d'utiliser le bulletin de vote de l'élection européenne pour dire leurs mots sur le contenu de la politique qui est mise en place. Et les gens sont en colère dans ce pays. Et nous, bien sûr, on les appelle à utiliser le bulletin de vote pour exprimer leur colère. Dire ça, c'est pas déconnecté des enjeux européens. Parce que ce que fait Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir est directement lié à la forme de la construction européenne aujourd'hui. Par exemple, Younous Omarjee, notre député sortant, a exhibé une recommandation de la Commission européenne qui disait si vous voulez faire le crédit impôt compétitivité emploi, il faut augmenter la fiscalité et il faut augmenter la fiscalité sur le carbone. Donc la taxe carbone qui a déclenché la mobilisation des Gilets jaunes, elle répondait directement à une recommandation de la Commission européenne. Donc bien sûr c'est sanctionner Emmanuel Macron, un enjeu de cette élection, c'est aussi sanctionner cette construction européenne-là dont a parlé Malika, et c'est pouvoir aussi défendre d'autres idées, bien sûr, porter une alternative. Ces revendications qui s'expriment dans la rue depuis 6 mois, il y a des forces politiques qui ont des réponses
qui correspondent à ces attentes. La France insoumise est pour l'augmentation du SMIC et des bas salaires, pour une véritable réforme de l'impôt sur le revenu, pour le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour l'introduction du référendum d'initiative citoyenne. Alors bien sûr, toutes ces questions-là ne dépendent pas des politiques européennes, mais le 26 mai, c'est aussi donner de la force et du poids et de l'écho à ces réponses politiques-là. Donc je pense qu'il y a plusieurs enjeux dans cette élection, mais oui, la dimension du référendum anti-Macron est une dimension importante de l'élection. Alors, vous demandez, est-ce que vous pensez que ça peut marcher? Ben ça, on verra le 27 mai. Mais en tout cas, nous, on se bat pour convaincre les citoyennes et les citoyens, même s'ils sont en colère, d'aller utiliser le bulletin de vote pour exprimer leur avis. Parce que ceux qui profitent de la politique mise en place dans ce pays depuis 2 ans, eux n'hésiteront pas à aller voter avec le bulletin de vote. Voilà. Donc il faut que ceux qui sont en colère n'hésitent pas à le faire aussi. Je pense que, juste pour compléter un mot, je pense que cette volonté de vouloir dissocier l'Europe des enjeux nationaux et de l'enjeu national en France, c'est une volonté de dire, voilà, l'Europe c'est une chose, nous c'est autre chose. Non, c'est pas tout à fait vrai. Parce que toutes les décisions qui sont prises au niveau européen impactent notre vie au quotidien. Aujourd'hui, et c'est la juriste qui vous le dit, 60% de notre législation nationale est de source européenne. Voilà. Quand vous avez des directives qui privatisent nos services publics, ça c'est pas la France, c'est l'Union européenne. Donc il n'y a pas de dissociation entre le niveau européen et le niveau national. Aujourd'hui, la plupart des décisions qui impactent nos vies, que ce soit nos services publics, les hôpitaux, l'énergie, mais demain aussi, c'est notre ambition de cette transition écologique dépend éminemment de ce qui va se dérouler au sein de l'Union européenne. Donc les directives européennes sont obligatoires, sont transposables obligatoirement au niveau national, et Macron est d'accord avec cette politique. C'est pas que beaucoup de gens vous disent, enfin en tout cas dans l'opposition aussi à Macron, vous disent oui, comme tous les autres présidents, il se soumet aux décisions européennes, il ne s'oppose pas, c'est un peu le laquais du néolibéralisme. Non, Emmanuel Macron, c'est pas le pantin du néolibéralisme, c'est le pur produit du néolibéralisme. Il est d'accord avec ses politiques et il court après la privatisation. Et donc, l'enjeu de cette élection est fondamental. On ne peut pas, par conséquent, dissocier ce niveau européen du niveau national, parce que, je le répète, Manuel l'a dit tout à l'heure, à l'instant, pardon, eh bien, impacte au quotidien nos vies. J'ai 2 questions rapides à poser. La première, c'est, vous avez très bien montré le lien qu'il pouvait y avoir entre les décisions européennes et les enjeux au niveau national. Moi, je souhaiterais vous interroger justement sur ces répercussions au niveau local. On est dans un département qui est semi-rural, beaucoup de ruralité, où en tout cas, les politiques d'austérité touchent énormément les populations, ne serait-ce qu'en termes de suppression des services publics, vous venez d'en parler. Actuellement, sur le département, il y a plusieurs luttes qui sont en cours, notamment à l'hôpital de Montluçon. Vous avez des infirmières qui luttent contre l'application du nouveau régime de travail qui va avoir pour effet de supprimer les emplois et d'alourdir leur tâche de travail. Vous avez à Enedis des électriciens qui sont anciens EDF, qui sont en lutte également contre la suppression d'emplois, des personnes qui sont sur le terrain elles aussi, et qu'on veut supprimer aussi des emplois là. Vous avez à La Poste, à Moulins, au centre de tri, des gens qui se battent contre les suppressions à nouveau d'emplois, parce que toujours dans la même logique libérale, on supprime de plus en plus, et j'en oublie évidemment les SNCF, vous êtes au courant certainement, vous avez des guichets qui sont supprimés. Donc on voit très bien que l'allié est au cœur même de ces attaques contre les services publics. La population en souffre énormément. Pour pouvoir aller à Paris, il n'y a pratiquement plus aucun moyen. Et donc, moi, j'aurais souhaité avoir votre sentiment là-dessus. Est-ce qu'il y aura une attention particulière pour défendre la ruralité, réinstaurer? Macron a promis, à la suite du grand débat, qu'il allait redonner les moyens, et dans le même temps, on voit qu'il supprime tous ces moyens. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, c'est, vous avez pu constater certainement, ou en tout cas, on vous l'a peut-être dit, que les groupes des insoumis ont été assez actifs cet an dernier. Ils ont été sur plusieurs points durant tout le mois d'avril. Moi, j'ai un peu suivi leur progression, et notamment, ils ont abordé beaucoup des points que vous abordez, notamment en termes
sur les impôts, sur le pouvoir d'achat, sur la redistribution des richesses, sur le délit fiscal, toutes ces choses-là. Est-ce que pour vous c'est important de pouvoir vous appuyer sur ces groupes locaux tout au long de cette campagne et au-delà? Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long sur ces deux questions. Oui, je commence par la dernière. Je pense que c'est pas que c'est important, c'est fondamental. C'est fondamental de s'appuyer sur les groupes locaux, c'est la base. C'est nos fondements, c'est nos relais. Qu'est-ce qu'une organisation politique? Qu'est-ce qu'un mouvement politique sans ces relais locaux? Sinon c'est une coquille vide. Voyez-vous, et nous on se targue, on est fiers d'aller partout en France, même quand vous parlez de la ruralité, des endroits les plus éloignés, j'ai pas envie d'utiliser le terme les plus reculés parce que c'est péjoratif, et de trouver des insoumis ici et partout. Enfin, donc évidemment, c'est que non seulement nous nous appuyons sur nos camarades, sur ces groupes pendant les échéances électorales, mais au-delà et après. Et que de toute façon, cette élection, ce n'est qu'une étape, c'est un processus. C'est un processus. Et pour nous, ça va être à la fois un début, une étape, mais c'est aussi un gage pour nous, pour les élections, pour les échéances à venir. Voilà, il y en a plusieurs, que ce soit au niveau local, au niveau régional, mais aussi au niveau national. Donc ça, c'est une évidence. Et bien entendu, je veux dire que le cœur de notre combat, le cœur de notre programme, de toute façon, nous avons démontré tout à l'heure cette articulation qu'il y a entre le niveau européen et le niveau local. Nous ne pouvons pas défendre la population sur des questions sociales. Nous ne pouvons pas porter un projet politique, social, de solidarité, de justice sociale, de justice fiscale, sans penser à la ruralité. C'est fondamental. Vous parliez donc des déserts médicaux. Mais au-delà, vous voyez par exemple les hôpitaux de Paris, pour un certain nombre d'entre eux, ils sont en surcharge, ils vont exploser, ils sont en grève illimitée depuis le 15 avril, pensez-vous. Moi je viens d'une grande ville, je viens de Lyon. La municipalité a décidé il n'y a pas longtemps de fermer une école maternelle. Voilà. Donc elle a décidé de fermer une école maternelle pour des motifs complètement absurdes. On s'est battu, on a gagné au tribunal administratif grâce à des élus locaux qui étaient vigilants, qui ont été sont minoritaires au niveau de ce conseil municipal. Ils ont été vigilants, ils ont été alertés, ils ont alerté la population, les parents d'élèves, mais aussi les personnels de cet établissement. Voyez-vous, donc c'est ça, c'est cette posture-là, c'est cette position-là que nous voulons aussi porter à toutes les instances représentatives, donc de l'échelle municipale jusqu'à l'échelle européenne, en passant par la région, le Parlement et bien entendu en 2022 pour les présidentielles. Donc c'est notre ambition et c'est notre objectif. Donc en tout cas, nous ne pouvons pas accepter que des services publics soient supprimés ici, là, au détriment de la solidarité. Parce que sans la solidarité, le lien social s'affaisse. Il s'affaisse, le lien social. Et sans ce lien social, eh bien, ce sont nos fondamentaux qu'on est en train d'abandonner. Et c'est en train de se produire et c'est en train de se passer. Le démantèlement petit à petit de nos services publics, mais au-delà du code du travail. Donc tout ceci s'inscrit donc dans cette idéologie. Parce que nous, on nous dit, vous êtes idéologue, vous avez l'idéologie. Oui, mais nous avons une vision de la France et nous avons une vision du monde. Et encore heureux, et on en est fiers, voyez-vous. Donc, mais c'est contre justement notre idéologie, contre justement ce démantèlement de tout ce qui constitue nos fondamentaux. Ben oui, pardon, on est, comme le répète souvent Jean-Luc Mélenchon, on est un pays de l'égalité. C'est la révolution, elle a commencé chez nous. Donc on ne va pas nous reprocher aujourd'hui de nous battre pour justement cette égalité. Et le danger, justement, c'est que, voyez-vous, l'abstention, c'est l'un des premiers dangers. Parce qu'on va laisser le boulevard, on va laisser un grand boulevard à ces politiques d'austérité, à ces politiques libérales qui détruisent les liens sociaux, qui détruisent des personnes, des vies. Donc on va les laisser quoi? Ça va conduire à quoi? Au repli. On va se détester entre nous. On va constituer des communautés. Ça va faire quoi? Ça va faire que des pauvres vont se battre contre des pauvres. On va essayer de trouver des boucs émissaires. Celui-là, il n'a pas la couleur qu'il faut. Celui-là, il n'a pas l'orientation qu'il faut. Celui-ci, il n'a pas l'âge qu'il faut. Voyez-vous, voilà. Et donc, c'est pas normal. Donc, nous nous battons. Et c'est dans notre projet de construire, de reconstruire, de retisser ce lien social qui fait France. Voilà.
et avec d'autres peuples de l'Europe. Nous ne sommes pas contre l'Europe, nous sommes contre l'Europe de l'austérité, nous sommes contre les traités. Voilà. Sur le rapport au service public, je voudrais juste ajouter 2 points. Le premier, c'est que bien sûr le président de la République a fait des annonces, mais une nouvelle fois, quand on va fouiller derrière ces annonces, on se rend compte que derrière l'opération de communication, c'est une réalité qui ne change pas. Parce que c'est bien beau de dire on va arrêter de fermer des écoles rurales, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on ferme des classes dans les écoles rurales. Et quand le président de la République vous dit on ne va plus fermer d'hôpitaux, très bien. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment des hôpitaux qu'on ferme, c'est des lits et des services. Et donc derrière les opérations de communication qui visent à donner le sentiment que finalement on a entendu les revendications qui s'expriment, en réalité on fait encore une opération de manipulation et d'enfumage. Et malheureusement, ça conduit à une colère qui est une colère extrêmement vive. Premier élément. Deuxième élément, oui, ces luttes, ces mobilisations, ces combats, ils sont directement impactés par les politiques européennes. Pour au moins 2 raisons. La première, c'est ce culte de l'austérité, de la règle des 3% qui fait que vous n'avez pas le droit d'avoir le déficit public supérieur à 3% de votre produit intérieur brut, conduit à des politiques qui sont directement guidées par la réduction de la dépense publique et que derrière, ça a un impact concret. C'est le statut de fonctionnaire. Aujourd'hui, il y a une mobilisation des fonctionnaires dans notre pays, c'est la réduction du nombre de fonctionnaires, c'est la fermeture d'un certain nombre de services publics, c'est la première raison. La deuxième, c'est ce dogme de la concurrence libre et non faussée qui domine en fait aujourd'hui la construction européenne et qui pousse en fait à ce que le service public petit à petit disparaisse. C'est-à-dire que pour les libéraux qui dominent l'Europe aujourd'hui, il est insupportable que des secteurs entiers de l'économie puissent échapper à la loi du profit et à la rapacité et à la recherche des dividendes. Donc, et ça, c'est des conséquences concrètes et sur lesquelles les députés européens ont un pouvoir. Je m'arrête là, mais je donne un exemple. Le 4e paquet ferroviaire, celui qui organise la libéralisation du service public ferroviaire, il est voté au Parlement européen. Il est voté avec 24 voix d'avance. 24 voix. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu 2 parlementaires de la France insoumise, s'il y en avait eu 26, peut-être qu'on aurait pu rejeter ce 4e paquet ferroviaire et peut-être que la petite ligne de train qui va fermer, peut-être que la petite gare qu'on va supprimer parce qu'elle ne correspond pas à leur logique de rentabilité, on aurait pu la conserver. Donc voilà, l'Europe, elle a un impact direct sur cette question-là des services publics. Et donc elle a un impact direct sur les questions qui intéressent, je pense, les citoyennes et les citoyens de ce département. On pourrait parler de plein d'autres sujets. La politique agricole commune est aujourd'hui le principal budget européen. Je pense que ça a un impact ici aussi. Et quand on parle aujourd'hui d'urgence écologique et de biodiversité, c'est clair que la PAC devrait être utilisée pour favoriser davantage les petites exploitations, pour favoriser davantage une agriculture biologique, relocalisée, de qualité, plutôt qu'être capté par les grandes exploitations agricoles qui prennent aujourd'hui l'immense majorité des aides financières de l'État sur la question agricole. Voilà, juste pour aborder ce sujet-là, parce que je pense qu'il est important aussi ici. Justement, sur l'urgence écologique, vous avez d'autres propositions à se mettre au niveau? D'abord, l'urgence est j'allais dire une tautologie, elle est vraiment urgente. Voilà, je pense que c'est comme... On n'a plus le temps d'attendre. Donc malheureusement, aujourd'hui, il ne suffit pas de blablater, de tirer au sort des commissions qui demain vont peut-être faire des propositions. On a besoin de prendre des engagements et de fixer des objectifs maintenant. Nous, on dit, en France et en Europe, 100% d'énergie renouvelable en 2050. On fixe l'objectif et on organise la planification, la montée en puissance des énergies renouvelables, le fait d'injecter de l'argent public dans la rénovation thermique des bâtiments, parce qu'on sait que pour faire, c'est possible 100% d'énergie renouvelable, il y a notamment ce qui s'appelle le scénario négawatt qui montre qu'on peut le faire, mais si on veut le faire, ça nécessite de baisser la consommation énergétique, donc lutter contre le gaspillage. Donc voilà, nous on fixe un objectif, c'est un premier objectif qu'on fixe. Nous on propose d'introduire ce qu'on a appelé la règle verte, c'est-à-dire l'idée que dorénavant tout projet d'investissement, toute subvention de l'Europe est examiné à l'aune de son impact sur l'environnement et on fait en sorte de ne pas prendre à la planète davantage que ce qu'elle est capable de régénérer. Demain va avoir lieu ce qu'on appelle le jour du dépassement au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on aura demain consommé l'ensemble des ressources que l'Union européenne est capable de reproduire en une année. Donc on est au mois de mai et c'est un système économique qui n'est pas tenable, qui n'est pas soutenable. D'ailleurs, si vous prenez cette magnifique étude sur la biodiversité qui est sortie lundi dans le journal Le Monde, qui est
un journal de référence, je crois, les experts mettent en cause un modèle de consommation insoutenable. Donc la question n'est plus la question de la modification du comportement individuel ou de couper l'eau quand on se brosse les dents. La question qui est posée, c'est une agriculture qui n'est plus soutenable et tenable actuellement, un modèle de consommation et de production qui s'appuie sur le libre-échange qui n'est plus soutenable actuellement. Donc je disais 100% d'énergie renouvelable, premièrement. Deuxièmement, introduire la règle verte. Troisièmement, organiser la transition de notre modèle agricole vers une agriculture écologique, paysanne, biologique. Bon, il y en aurait plein d'autres, mais déjà autour de ces trois angles-là, je pense qu'on pourrait déjà faire ça. Malheureusement, pour l'instant, le président de la République, bon, il a beau utiliser l'écologie à 15 jours d'une élection comme une arme de communication, il faudrait que les mesures qu'il met dans son programme soient un peu plus en cohérence avec la politique qui a été mise en place depuis 2 ans. Parce que là, je vois que dans leur programme qui est sorti ce matin, ils disent qu'ils vont arrêter de signer des accords de libre-échange à partir du moment où ceux-ci auraient un impact défavorable sur le climat. Manque de peau, et ils viennent de ratifier le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Ils avaient dit pendant la campagne européenne, M. Macron avait pris un engagement, il avait dit « je vais nommer une commission d'experts qui rendra un rapport ». Il l'a fait, 9 experts. Les experts ont dit « le CETA a un impact défavorable sur le climat » et malgré tout, ils continuent à ratifier le CETA. Donc il y a une duplicité dans les engagements du président de la République par rapport à la question écologique qu'il faut un peu dénoncer de notre point de vue, parce que l'écologie mérite mieux que d'être seulement une arme de communication à 15 jours d'une élection. On est bavard, hein? Bravo. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? Vous avez tout ce qu'il faut? Eh ben, en tout cas, merci d'être venu. Merci. Vous faire dire un petit mot au micro par contre? Oui.